Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette opportunité-là aux jeunes pour vous permettre d'une certaine façon d'explorer métiers et professions diversifiés afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Alors, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Si jamais les jeunes qui nous écoutent, vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et tout au long de l'entrevue, on tentera d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, Monsieur Jean-Michel Ménard, qui est chercheur, professeur en physique à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Ménard. Bonjour, Audrey-Anne, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de vous accueillir. Vous êtes le premier chercheur scientifique en physique qu'on reçoit pour les Je m'oriente en live. Alors, on est très curieux d'en apprendre plus sur votre quotidien et votre parcours professionnel. Ça va être une rencontre fort intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation et pourquoi c'est important de vous adresser aux jeunes aujourd'hui pour partager votre passion? Je pense qu'on est tous curieux de nature et puis une carrière scientifique, ça va nous amener à avoir des réponses, à trouver des réponses sur la façon dont la nature fonctionne. Et puis moi, c'est ce qui m'a motivé à faire une carrière comme ça. Et puis, je pensais que pouvoir partager mon expérience, puis aussi interagir avec des gens qui se demandent encore peut-être qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est possible de faire, c'était la meilleure façon peut-être de faire en sorte que ces gens-là puissent trouver une carrière qui leur plaise. En même temps, d'avoir l'opportunité de répondre à certaines questions qu'ils peuvent avoir sur la façon dont la nature fonctionne. Tout à fait. Donc, c'est une belle opportunité aujourd'hui d'en savoir plus sur le quotidien d'un physicien, chercheur et professeur. Puis, j'espère également que ça pourra éclairer le choix scolaire et professionnel des jeunes qui sont à l'écoute. Alors, là, on sait que vous êtes chercheur et professeur en physique à l'Université d'Ottawa. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre environnement de travail? Oui, en fait, l'idéal, là, ce serait de vous inviter ici à l'université puis vous montrer qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Puis si j'étais capable de faire ça présentement, vous verriez que, en fait, c'est très multidisciplinaire, la job de professeur-chercheur. D'abord, il y a une partie enseignement. Donc, vous êtes au courant, c'est quoi l'enseignement? Vous avez des professeurs qui vous enseignent toutes sortes de choses. À l'université, ça continue, sauf que les choses sont très proches des applications technologiques. Donc, je crois qu'il y a une certaine motivation additionnelle d'apprendre des choses qui peuvent être mises en application directement et puis contribuer aussi à la société. Donc, ça, c'est une partie. On donne des cours, je fais des devoirs, je corrige des choses. L'autre partie, c'est la partie recherche. La partie recherche est encore une fois très multidisciplinaire. J'ai préparé quelques photos de mon laboratoire parce que la première chose que je fais quand quelqu'un me demande sur quoi je travaille, c'est que je les invite à voir mon laboratoire pour leur montrer un peu mon espace de travail. Ça fait que si tu permets, Audrey-Anne, j'aimerais ça partager mon écran Oui. pour montrer un peu aux gens à quoi ça ressemble. Là, je vais aller directement ça. Je vais directement aux photos de mon laboratoire qui sont donc, ça ressemble à ça ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un espace. Dans l'espace, on voit qu'il y a plein de fils. Ça a l'air d'être en désordre. Ça a l'air d'être genre de place que quelqu'un dirait, là, range ton lab, là, ça n'a pas de bon sens, les affaires traînent partout. On voit aussi une grosse table. C'est une table. Ça s'appelle une table optique. C'est fait en métal et à l'intérieur, il y a toutes sortes de liquides qui font en sorte que c'est extrêmement lourd. Ça pèse environ 2 tonnes. La table est aussi super droite.
Il n'y a pas de déviation ou quoi que ce soit. Et c'est aussi une table qui permet de faire en sorte que si quelqu'un marche à côté, il n'y a pas de vibration sur le dessus. Donc, si vous pourriez vous coucher sur cette table-là, ce serait le sommeil le plus stable que vous avez jamais eu. C'est super inconfortable, c'est fait en métal, le dessus. Et sur cette table-là, on met des composantes optiques. Okay. Là, il y en a plusieurs. C'est difficile à voir parce que la photo est... Bon, voici une photo qui montre un peu plus de quoi ça ressemble. Toutes les composantes optiques, ça a l'air en désordre, mais sont alignées au micromètre près. Micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. C'est extrêmement précis. Les grosses affaires que vous voyez, si je peux noter, ce que vous voyez ici, là, c'est un stage de translation. Ça permet de déplacer une fibre optique en 3 dimensions sur l'espace de quelques dixièmes de micromètre, donc 100 nanomètres de précision. C'est extrêmement précis et c'est un peu la même chose pour tout le reste que vous voyez là, dans l'image ici. Le but, c'est de prendre un laser qui peut être assez puissant si on veut pour faire des trous dans le mur. Si je voulais, je pourrais faire ça. Et j'utilise pour d'autres applications. J'utilise pour essayer de comprendre la lumière, la matière, puis comment ces deux choses-là interagissent ensemble. Mm-hmm. Donc, le but, c'est d'avoir un contrôle absolu sur la lumière pour être capable de la diriger et lui faire exactement ce qu'on veut. La lumière a beaucoup de propriétés. Ça peut être sa couleur, ça peut être son intensité. Ça, c'est des choses avec lesquelles on est familier. Il y a aussi d'autres propriétés qui sont peut-être un peu moins familières pour vous. C'est la polarisation, c'est-à-dire la direction dans laquelle le champ électrique de la lumière va osciller. On pourrait ajouter d'autres choses aussi, mais toutes ces propriétés-là sont très, très bien contrôlées à l'intérieur d'une expérience comme ça. Et puis, on peut faire la lumière, toutes sortes de tours dans des laboratoires aussi. Donc, je vais passer à une autre image, puis après ça, je vais vous laisser poser une autre question. Ça. OK, il faut que j'enlève ça. Bon. Donc, ça, c'est un exemple ici, là, où est-ce qu'on peut avoir la lumière, par exemple, qui arrive ici, comme ça, qui va se déplacer ici, qui va passer à travers cette fenêtre-là. Ici, on a des miroirs, donc la lumière est réfléchie. Un autre miroir, la lumière est réfléchie. Une lentille, la lumière est focalisée. Un miroir, la lumière est réfléchie. Et le focus arrive ici. Ici, on produit une lumière différente, qui va avoir une couleur différente, qui va partir dans toutes les directions, qui va être collimée par un miroir qu'on appelle miroir parabolique, qui va passer sur un focus ici, va se diriger sur un autre miroir là, et qui va éventuellement finir sa course dans un cristal qui a des propriétés bien qu'on veut comprendre, bien qu'on veut exploiter. Et bon, on pourrait continuer. Ici, il y a une autre partie de lumière qui va partir de cette pièce optique-là ici, qui se dirige dans d'autres directions du système optique. Donc, on ne voit pas la lumière. La lumière est dans l'infrarouge ici, mais on peut la voir avec une carte qui transfère la lumière infrarouge qu'on ne voit pas à la lumière visible qu'on peut voir. Donc, les projets sur lesquels vous pouvez travailler comme étant physicien, est-ce que ça s'apparente tout à ça ou bien on peut travailler avec autre chose au niveau de la physique que la lumière? Je ne sais pas si je peux répondre à la question avec une acétate que j'avais préparée. Bon, en fait, la physique, c'est extrêmement large. C'est beaucoup plus large que ce que vous allez voir au secondaire. La physique au niveau universitaire, c'est pas du tout pareil. Il faut vraiment... si vous allez au cégep, c'est un peu c'est l'entre-deux. Vous allez voir un peu ce qui peut arriver à l'université et pourquoi c'est important ce qu'on apprend au secondaire. Mais vraiment, quand on arrive à l'université, on voit que la physique, c'est plus un mode de pensée ou une culture que vraiment un domaine comme, mettons, si je suis... j'essaie de trouver un job là, qui serait... Mettons que je suis un job d'été, là, et puis que moi, je travaille j'ai travaillé sur une ferme quand j'étais plus jeune, et je ramassais des fraises. Donc, mettons que
moi, je ramasse des fraises, c'est assez ciblé, là, comme la physique, ça va être très, c'est plus une philosophie, c'est plus un mode de pensée. Donc ici, j'ai écrit pourquoi la physique, en fait, c'est pour comprendre le fonctionnement de l'univers. C'est une façon d'approcher le fonctionnement de l'univers. On peut étudier le réchauffement climatique, on peut étudier le Big Bang, les neurones, le marché boursier, la photonique, oui, les matériaux quantiques. En fait, une formation de physicien, c'est on apprend à décortiquer un problème, l'analyser, puis le résoudre. Ça va s'appliquer à tout. Ça va s'appliquer dans vos des interactions sociales. Ça va s'appliquer quand vous faites un sport. Ça va s'appliquer à toutes sortes de choses de la vie. Mais ici, on étudie la nature et comment elle fonctionne. Puis les compétences qui sont développées quand on étudie en physique, c'est la pensée critique. Puis ça, c'est super important, surtout à notre époque présentement, où est-ce qu'on a la moitié du monde qui nous disent que c'est pas vrai, puis l'autre moitié qui nous disent que les choses qu'on entend, c'est vrai. Ça fait qu'il faut développer notre propre pensée critique pour être capable de déterminer nos sources, le vrai du faux. C'est super important. Après ça, un raisonnement quantitatif. Si je te dis ça, c'est important c'est important de ne pas rouler plus que 30 km/h. Pourquoi pas 35? Pourquoi pas 40? Puis, de savoir d'où est-ce que ça vient, ces choses-là, mais dans tous les aspects, dans toutes les données. Après ça, utiliser des outils numériques. De ce temps-ci, c'est quoi les outils numériques du futur? C'est l'intelligence artificielle. Être capable d'utiliser ça pour régler des problèmes. Ça peut être quelque chose dans laquelle vous allez vous spécialiser après avoir étudié la physique. Puis ensuite, peut-être quelque chose de très important, c'est communiquer des idées complexes. D'avoir des connaissances, c'est bien, mais ça aidera personne si vous les gardez pour vous autres-mêmes. Puis ce qui va être très important, ça va être de pouvoir les communiquer, ces idées-là, à d'autres personnes. Donc, si je comprends bien, au niveau des qualités, il y a justement l'analyse critique, l'esprit critique, il y a la curiosité également. Puis, c'est important d'être un bon communicateur, justement, là, pour vulgariser les nouvelles données qu'on a étudiées, puis les nouvelles avancées aussi. Donc, ça serait des qualités requises, selon vous, pour exercer comme physicien. C'est des qualités qui sont requises et c'est des qualités que les gens qui font de la physique vont développer. Donc, ça se développe. Oui, c'est certain que ça se développe. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi le fait que vous disiez que au secondaire, c'est plus ou moins le portrait de la profession. C'est vraiment plus une initiation, mais ça ne veut pas dire que les jeunes à la maison qui nous écoutent, si les cours en physique, c'est plus ou moins ça qui vous passionne d'une certaine façon, ben il ne faut pas avoir une idée arrêtée par rapport au domaine parce que c'est tout autre chose là, une fois qu'on poursuit à l'université au baccalauréat. Tout à fait. En fait, moi, c'était mon cheminement, j'étais intéressé par pas mal tout. Il y a certaines personnes qui ne savent pas dans quoi aller parce qu'il n'y a rien qui les intéresse vraiment. Moi, c'était plutôt le contraire. Tout m'intéressait. Et puis la physique, j'ai vu ça comme la possibilité d'étudier pas mal tout, en fait. C'est de ne pas vraiment focaliser sur rien, c'est de garder mes options ouvertes. Puis en fait, c'est exactement ça que c'est. Puis en fait, maintenant, je fais de la recherche. Puis c'est encore très multidisciplinaire. J'ai des étudiants qui travaillent sur plusieurs domaines. Les idées se recoupent, mais on peut faire des projets qui sont sur la fibre optique, des projets qui sont sur la spectroscopie, des projets qui sont sur l'étude de matériaux. Puis on a même un projet sur la COVID-19 présentement. Donc, c'est vraiment très diversifié. Par rapport à ça, j'enchaînerai avec une question de Anna ici qui se demande, est-ce que vous avez étudié, par exemple, la gravité, le quantum théorie? Est-ce que c'est le genre de projet sur lesquels on peut travailler en tant que chercheur, professeur en physique? Oui, tout à fait. C'est des sujets super intéressants. Par exemple, la gravité, on sait comment ça fonctionne, hein? Mais pourquoi la gravité? D'où est-ce que ça vient, ça? Puis essayer d'expliquer ça.
Ça vient chercher des théories assez modernes, avant-gardistes. Puis ça, c'est de la physique. C'est surtout de la physique. Les deux approches. Ça peut toujours être de la physique théorique, donc quelqu'un qui essaie de comprendre le fonctionnement de l'univers à partir d'un modèle, des équations. Et puis, c'est une partie de physique qui est très, très proche des mathématiques, en passant. OK. Ça peut aussi aller du côté expérimental. La constante gravitationnelle ou la masse de certaines particules, est-ce qu'on peut la mesurer? Est-ce qu'on peut la mesurer d'une façon très, très, très précise? Et comment est-ce qu'on fait ça? Ça devient plus un travail d'instrumentalisme, de travail très minutieux en laboratoire. Puis, justement, vous le disiez vous-même, la physique, c'est dans tout, autant dans nos interactions sociales que dans le sport. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce domaine-là, scientifique, c'est un peu le palier pour plein d'autres secteurs d'activité? Je pense à l'ingénierie d'ailleurs. La construction des bâtiments, il faut quand même prendre en considération les aspects physiques qu'il y a derrière. Donc, en tant que physicien, vous êtes comme à la base là, de toutes ces avancées-là, toutes ces réflexions-là qu'on peut avoir par la suite. Je vous laisse là-dessus. C'est tout à fait vrai, Audrey-Anne. Si on regarde là, la semaine dernière, on a vu, je pense qu'il y avait 3 sondes qui sont atterries sur Mars à l'intérieur d'un intervalle très court. C'est des ingénieurs qui célébraient. On voyait la NASA, tous les ingénieurs, oh, on est content. Mais je trouve que c'est une victoire aussi pour les physiciens qui ont travaillé sur le développement de la technologie. Totalement. La technologie, la développer, c'est souvent associé à des ingénieurs, même si dans mon groupe de recherche aussi, on a des projets où on développe des technologies, on développe des instruments. On travaille très étroitement avec des compagnies, d'ailleurs, pour les aider à faire des produits, que ce soit pour faciliter les télécommunications ou bien pour rendre des techniques de caractérisation biomédicale plus efficaces. Donc, on travaille avec des compagnies dans mon groupe. Donc, c'est l'ingénierie, la science, il n'y a pas de limite, pas de frontières là, très bien définies. Les deux, faut que ça aille ensemble. Oui. Et puis, je pourrais continuer à donner d'autres exemples. On pense souvent là, à Tesla ou bien SpaceX, des grosses compagnies. Encore là, c'est appliqué, c'est de l'ingénierie. Mais ces compagnies-là aussi font des collaborations avec des scientifiques en physique, souvent en physique. Ça pourrait être aussi là, en chimie, mais c'est souvent en physique qui vont faire des collaborations parce que un ingénieur va pousser, encore là, je fais une généralisation, c'est pas toujours tous les ingénieurs, mais un ingénieur va souvent pousser une idée, un produit vers quelque chose qui fonctionne mieux, quelque chose de meilleur. Le physicien va, encore là, c'est une généralisation, le physicien va souvent dire, bon, si on reprend, c'est quoi le but? Le but, c'est ça, si on reprend à la base, qu'est-ce qu'on pourrait changer à la base? Et puis ça peut-être que c'est le matériau qu'on ne comprend pas vraiment. Donc, si on comprenait mieux le matériau, peut-être qu'on serait capable de faire des meilleurs senseurs, par exemple, des meilleurs senseurs de gaz. Et puis, en ayant une meilleure connaissance de ce matériau-là, peut-être qu'on est capable de prédire quelle géométrie ou quel type de matériau donnerait des meilleurs résultats. Ensuite, essayons-le. Ensuite, essayons d'en faire une démonstration en laboratoire. Puis souvent, c'est là que le physicien va laisser les compagnies ou les ingénieurs dire, bon, maintenant, essayez de pousser ça vers des produits. Oui. Il va y avoir un travail également, beaucoup de travail pour faire en sorte que ce soit quelque chose dans votre téléphone cellulaire que vous pouvez utiliser. Mais les deux parties sont nécessaires. Totalement. Donc, une forte collaboration, justement, entre scientifiques, chercheurs et ingénieurs dans tous ces domaines-là, pêle-mêle. Je pense que c'est super important aussi. Puis, comme vous le dites, ben, la physique, on en a partout. Puis, les avancées technologiques, les avancées scientifiques, ben, c'est à l'infini. Donc, ça aussi, ça doit être un aspect positif de votre profession, de toujours penser toujours à l'amélioration.
ça doit être intéressant au quotidien. Tu mentionnes ça va jusqu'à l'infini. On ne le saura jamais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on est jeune, on pense que tout a été fait. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on pense au départ qu'on a beaucoup de... Ah, il y a beaucoup de potentiel. J'ai une très bonne idée. Mais avec Internet maintenant, puis Google qui est super rapide, si vous avez une super bonne idée, puis vous la googlez, il y a des bonnes chances qu'elle a déjà été faite. Souvent, c'est ça. Il ne faut pas se décourager parce que il y a encore tellement à découvrir. Puis ça, on s'en aperçoit quand on travaille dans les technologies qui fine pointe. Mm-hmm. Pas si vous pensez comment c'était dans les années 1800 quelque chose, c'est côté médecine, côté communication, côté pas mal tout, là, vous dites, ouais, on est content de vivre dans les années 2000 là, parce que ça faisait dur. Il faut que vous dites-vous que dans 100 ans, ça va être la même, peut-être même pire encore, que les gens vont regarder les années 2000 et dire, moi, je ne peux pas croire qu'on avait autant peu de connaissances sur l'être humain, le fonctionnement du cerveau, puis socialement parlant aussi, là, on pourrait continuer. Là. On a des gens qui s'intéressent à l'enseignement. Puis ça, c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que j'enseigne. Comment est-ce qu'on peut enseigner d'une manière plus efficace? Comment est-ce qu'on peut apprendre de manière plus efficace? Donc, moi, dans votre discours, en fait, je me rappelle ce que vous avez dit plus tôt dans l'entrevue, comme quoi la physique, c'est pratiquement une philosophie, où est-ce qu'on est toujours en train là, de peaufiner et de remettre en question et d'analyser les processus pour que ça soit le plus optimal possible. Donc, vraiment, on voit bien que c'est ça, non seulement dans les laboratoires, mais aussi même en enseignement, vous le vivez aussi de la même façon. Donc, vraiment, c'est très intéressant. On va ici continuer avec une question de Mégane qui se demande ici, est-ce que la physique, c'est une inspiration pour vous au quotidien? Y aurait-il un scientifique qui mériterait plus une attention selon vous qu'un autre? Pourquoi? En fait, quelles sont vos inspirations là, pour guider vos laboratoires et cette philosophie-là derrière? Je dirais pas qu'il y a une personne en particulier qui m'inspire. Je veux dire, tout le monde pense physicien à quelqu'un comme Albert Einstein, OK? Mais je dirais pas que moi, personnellement, j'ai une personne qui était mon inspiration. Je dirais que mon inspiration, c'est plutôt ma curiosité naturelle. C'est plutôt je veux toujours savoir pourquoi. Mm-hmm. Je suis une personne qui va toujours vous demander pourquoi et pourquoi. Pourquoi. Je veux toujours savoir pourquoi. Et puis la physique, c'est en fait ça qu'on vous demande de faire en physique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, faites ce que vous trouvez un travail que vous aimez, vous n'aurez jamais besoin de travailler une seule journée dans votre vie. C'est quelque chose comme ça. Et puis, je trouve que c'est vrai pour la physique. C'est un travail, c'est vrai, mais je dirais que c'est plus une passion. Un peu comme un joueur de hockey, sauf qu'on n'est pas bien payé comme les joueurs de hockey, mais pas grand monde qui l'est. C'est plus une passion. Je ne travaille pas de 9 heures à 5 heures. J'ai un but. Puis, aussitôt que je peux mettre du temps, je mets le temps. Des fois, c'est de minuit à 2 heures du matin que je vais faire le gros de mon travail. Des fois, c'est le matin en me levant. Et puis, je trouve c'est sûr qu'il y a des personnes que je regarde et je dis, waouh, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Puis ça peut être des personnes historiques, mais ça peut aussi des fois, j'avais mis, bon, ça c'est pas vraiment la réalité en passant, là, parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec le Big Bang, la théorie du Big Bang, mais ils parlent plus, puis ils sont plus en train de faire toutes sortes de choses sociales que de travailler. Donc, c'est pas vraiment représentatif. Ici, c'est Iron Man, puis Iron Man, c'est qui, c'est un super-héros? OK, oui, il se bat, puis ça. Mais à la base, il présente comme un ingénieur, quelqu'un de super intelligent. Oui. C'est pas vraiment un ingénieur. Parce que si vous voyez la base de pourquoi il est capable de faire tout ça, c'est parce qu'il a développé une technologie unique qui produit l'énergie. Même ça, c'est produit de la lumière. C'est super mauvais.
Si vous étiez physicien, vous diriez, bon, il faut probablement faire en sorte que cette lumière-là ne soit pas visible parce que ça donne, ça donne une idée exactement quoi viser là, sur son armure. Mais OK. Ça à part, là, c'est à la base un physicien qui a aussi beaucoup de talent pour être ingénieur. Et je ne veux pas dire que Iron Man, c'est mon idole. Je veux juste dire que je vois la physique pas mal partout. C'est ça. Puis, donc, ce qui est central, c'est vraiment la passion. Puis, il n'y a pas vraiment de personne en soi d'inspiration. Vous allez chercher un peu l'inspiration dans toute chose, finalement. Puis, la passion ne vient pas en disant « Ah, je vais faire un bac en physique, ça va me passionner. » La passion, c'est est-ce que pour vous autres, régler un problème, vous aimez ça? C'est ce stade-là. Est-ce que vous aimez ça régler des problèmes, que ce soit n'importe quelle sorte de problème? Est-ce que vous aimez ça comprendre pourquoi le problème est arrivé? Comment faire pour le résoudre? Ça peut être des affaires simples. Il y a une porte qui ne ferme pas. Vous regardez, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne ferme pas? Ça fermait hier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un travail de détective dans un sens. C'est un détective scientifique. Oui. Et puis nos outils, c'est les outils mathématiques. Donc, il faut être bien fort en mathématiques. Ceux qui se disent, moi, les mathématiques, je ne suis pas fort, ça se développe. C'est comme dire, je ne suis pas souple, je ne pourrai jamais faire de karaté. Ça se développe. Ça se développe, c'est exactement ça. Puis après ça, d'outils, on est capable de résoudre des problèmes. Sauf que les problèmes qu'on attaque, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que j'ai un détecteur de gaz détecterait une molécule sur des milliards. Si cette molécule-là, c'est quelque chose de dangereux potentiellement pour l'être humain. Comment est-ce que je ferais pour faire un outil qui est capable de déterminer si j'ai des bactéries sur la nourriture? Comment est-ce que je pourrais détecter la COVID-19 à distance avec peut-être un drone en se promenant dans les salles de classe, puis, ou bien en se promenant dans la rue? Ça, c'est des genres de problèmes sur lesquels je travaille. C'est vraiment intéressant. Donc, ça a passé super vite déjà. Le 30 minutes est écoulé. Ça a vraiment été fort intéressant. Puis, on a pu en apprendre vraiment plus sur le quotidien d'un physicien, puis de comprendre que ça s'applique à toutes les sphères de vie, probablement même juste les interactions sociales, comme vous l'avez dit. Donc, ça dépasse le laboratoire en soi. Puis, si les jeunes à la maison, vous sentez qu'en classe de physique, ça vous accroche plus ou moins aux clés mathématiques, c'est peut-être un peu plus difficile, bien, souvenez-vous des paroles de M. Ménard qui dit que ça se développe et puis il faut quand même poursuivre si vous avez l'envie, la curiosité, puis de justement faire progresser le monde scientifique. Je pense que ça serait de ne pas lâcher et de poursuivre quand même. Vous êtes curieux, vous voulez découvrir la nature, puis ça vous intéresse de résoudre des problèmes. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Ménard, pour votre temps aujourd'hui. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel. Si vous avez encore des questions pour M. Ménard, simplement les écrire en commentaire et même suite à l'entrevue, on pourra y répondre. Donc là-dessus, un énorme merci. Et les jeunes à la maison, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue.